l'affaire Diane Rwigara au Rwanda, le procureur général envisage de faire appel de l'acquittement le 6 décembre de l'opposante et de sa mère. En Égypte, 6 organisations non gouvernementales réclament une réponse des Nations Unies sur des représailles menées sur des personnes rencontrées par une experte onusienne. Puis, Theresa May a déclaré qu'elle se battra de toutes ses forces contre le vote de défiance déclenché par des députés de son parti conservateur. Heureuse de vous savoir, nombreux rendez-vous, bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Le procureur général du Rwanda, Jean Bosco Mutangana, a annoncé ce mercredi à la presse qu'il allait faire appel de l'acquittement le 6 décembre de l'opposante Diane Rwigara et de sa mère. Les deux femmes, faut-il le rappeler, sont poursuivies pour incitation à l'insurrection. Les détails. L'accusation dans le dossier Diane Rwigara s'est dite insatisfaite du verdict du tribunal. Elle a donc décidé de saisir une fois de plus la justice rwandaise pour interjeter appel dans les prochains jours. Le procureur général rwandais Jean Bosco Mutangana a annoncé ce mercredi à la presse qu'il allait faire appel de l'acquittement le 6 décembre de l'opposante Diane Rwigara et de sa mère pour incitation à l'insurrection. Début décembre, Diane Rwigara, critique du président Paul Kagame, avait été acquittée d'incitation à l'insurrection et falsification de documents, des charges qui lui ont valu d'être emprisonnée pendant plus d'1 an. Sa mère Adeline et 4 co-accusés avaient également été acquittés et ils sont tous concernés par l'appel du procureur général. En première instance, le tribunal a estimé que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement ne constituaient pas une incitation à l'insurrection car elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression et garanti par la Constitution rwandaise et les lois internationales. Pour les juges, l'accusation n'avait pas non plus prouvé que Rwigara avait falsifié des signatures de partisans dans le dossier présenté à la commission électorale en vue de sa participation à la présidentielle de 2017. Le rejet de cette candidature avait été critiqué par des gouvernements occidentaux et des groupes de défense des droits de l'homme. Pour la petite histoire, Diane Rwigara est la fille d'Assina Paul Rwigara, un important entrepreneur rwandais qui avait, dans les années 1990, largement financé le Fonds patriotique rwandais FPR de Paul Kagame avant que celui-ci ne renverse le pouvoir extrémiste Hutu en juillet 1994, mettant ainsi fin au génocide. L'opposante avait pris ses distances avec le FPR après le décès de son père en février 2015 dans un accident de la route selon la police. Elle avait contesté cette version et dénoncé un assassinat. À moins de 3 mois de la présidentielle au Sénégal, le pays connaît une vie politique animée. La justice sénégalaise examinera le 20 décembre le pourvoi en cassation introduit par l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Celui-ci, rappelons-le, est condamné à 5 ans de prison pour escroquerie. La décision de la Cour, dont l'audience a été fixée au 20 décembre, est cruciale pour l'avenir politique de ce dissident socialiste. Si la plus haute juridiction du Sénégal confirme la condamnation prononcée le 30 août par la Cour d'appel de Dakar, la rendant définitive, Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, farouche opposant au président Macky Sall, lui-même candidat à un second mandat, verra ses chances de se présenter à la présidentielle du 24 février réduites à néant. Le dépôt des candidatures pour la présidentielle a débuté mardi et durera jusqu'au 26 décembre, d'après le Conseil constitutionnel. Khalifa Sall, en détention depuis mars 2017, semble toutefois encore croire en ses chances, puisqu'il a déposé mardi la caution de 30 millions de francs CFA exigée des candidats à la présidentielle. Depuis le début de l'affaire, l'ex-maire de Dakar soutient que les poursuites judiciaires à son encontre sont de nature politique et visent à l'empêcher de se présenter à la présidentielle, ce que démontrent les responsables de la majorité. Élu député en juillet 2017, alors qu'il était en détention provisoire, est considéré comme l'un des rares adversaires à pouvoir menacer dans les urnes le président sénégalais Macky Sall.
Le président français Emmanuel Macron donne une suite à sa promesse de lever les verrous diplomatiques et administratifs qui empêchaient l'instruction du dossier de l'assassinat de l'ancien chef d'État burkinabé Thomas Sankara. Pour mémoire, c'est lors de son voyage à Ouagadougou en fin novembre 2017 que le chef d'État français avait fait cette promesse. Reportage. Le président français Emmanuel Macron donne une suite à sa promesse en novembre dernier de lever les verrous diplomatiques et administratifs qui empêchait l'instruction du dossier de l'assassinat de l'ancien chef d'État burkinabé. En effet, environ un an après sa promesse, la justice burkinabé vient de recevoir un premier lot de documents d'archives. Ce lot comprend des dossiers des ministères français concernés, notamment de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui a été transmis au juge burkinabé en charge du dossier. Ces documents d'archives demandés par la justice ont été transmis par voie diplomatique aux autorités burkinabées le 9 novembre dernier. Dans le cabinet du juge d'instruction en charge du dossier Thomas Sankara, le travail de tri et de classification des documents a commencé. Il s'agit de répertorier tous les documents aux pièces reçues, de les classifier et de leur attribuer des numéros afin de rendre facile leur exploitation. Un deuxième lot de documents devrait suivre les semaines à venir. Dans un courrier, le juge d'instruction a déjà invité les avocats des différentes parties à les consulter. L'un des avocats de la famille Sankara salue le respect des engagements pris par le président français Emmanuel Macron lors de sa visite à Ouagadougou en novembre 2017. Il assure qu'il s'agit d'une avancée significative dans la quête de la vérité sur l'assassinat de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. En Égypte, 6 organisations non gouvernementales ont réclamé ce mercredi une réponse de l'ONU sur des représailles. Celle-ci aurait été menée dans le pays sur des personnes rencontrées par une experte onusienne lors de sa récente visite dans le pays. Les détails. Plusieurs organisations non gouvernementales égyptiennes dénoncent des représailles après une visite des Nations Unies en Égypte. Elles sont en tout 6 ONG à réclamer une réponse de l'ONU sur des représailles qui auraient été menées dans le pays sur des personnes rencontrées par une experte onusienne lors de sa récente visite. Après sa visite en Égypte du 24 septembre au 3 octobre, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement convenable, Leilani Farah, s'est déclarée choquée par le traitement accordé à ses interlocuteurs. Selon elle, ces personnes ont été victimes d'arrestations arbitraires, d'expulsions d'appartements ou encore de démolition de logements. Face à ces déclarations, les 6 organisations, dont Human Rights Watch et Amnesty International, demandent à l'ONU d'assurer une réponse urgente et solide. Les ONG réclament notamment une enquête indépendante de l'ONU sur les allégations de représailles commises dans le contexte de la visite de Leilani Farah. Elle dénonce également la situation terrible de la société civile en Égypte ainsi qu'une habitude systématique des autorités égyptiennes qui consiste à attaquer toute personne fournissant des informations à l'ONU sur les violations des droits de l'homme. Selon les ONG, une absence de réponse ne fera qu'encourager des violations similaires à l'avenir et risquerait de saper l'accès et la crédibilité des experts de l'ONU et de l'ensemble du système des droits de l'homme. Depuis 2013 et la destitution par l'armée du président issu des frères musulmans Mohamed Morsi, le président Abdel Fattah al-Sisi mène une répression féroce contre toute opposition à son régime islamiste ou laïque. Le gouvernement gambien a salué ce mardi la décision des États-Unis d'interdire d'entrer sur leur territoire l'ancien président de Gambie, Yahya Jammeh. Ce dernier, rappelons-le, est accusé de corruption au cours de ses 22 années de pouvoir sans partage. Le gouvernement gambien a salué ce mardi la décision des États-Unis d'interdire d'entrer sur leur territoire l'ancien président de Gambie, Yahya Jammeh, accusé de corruption au cours de ses 22 ans de pouvoir sans partage. Son épouse Zineb Yahya Jammeh et ses enfants Mariam Jammeh et Mohamed Yahya Jammeh sont également visés par cette interdiction. Tous ont été placés sur la liste noire américaine des dirigeants étrangers impliqués dans des faits de corruption à large échelle ou dans de graves violations des droits de l'homme. Tout en remerciant Washington pour sa solidarité avec la transition vers la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, le ministère de la Justice a indiqué dans un communiqué
que la décision américaine est en phase avec l'engagement du gouvernement gambien de combattre la corruption et de garantir l'établissement des responsabilités pour les violations des droits de l'homme. L'opposant congolais Martin Fayulu a affirmé qu'il avait été empêché de tenir mardi une réunion électorale à Lubumbashi, et ce à 12 jours des élections prévues le 23 décembre en République démocratique du Congo. Voici les précisions. Des partisans du candidat d'opposition Martin Fayulu ont été dispersés par la police près de l'aéroport de Lubumbashi, où ils attendaient leur leader en campagne pour les élections prévues le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Plusieurs centaines de personnes avançant à pied ont reçu des gaz lacrymogènes et des jets d'eau chaude près de la barrière du parking, marquant l'entrée dans l'enceinte de l'aéroport. Les incidents ont duré 2 heures. Lubumbashi est aussi le fief du président sortant Joseph Kabila, où son dauphin, le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadari, avait commencé sa campagne le 26 novembre dernier. Martin Fayulu est le candidat de la coalition Lamuka, Réveille-toi en Lingala, soutenu par 2 autres opposants, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, populaire à l'Est, et l'ex-chef de guerre et vice-président Jean-Pierre Bemba, un homme de l'Ouest. Par ailleurs, la commission électorale met en garde les responsables politiques qui attisent la violence. Vendredi dernier, le président de la CENI, Corneille Nangaa, avait prévenu qu'il n'y aura pas de report. Il ajoute que les premières tendances pourraient tomber pour Noël. La proclamation des résultats provisoires est prévue le 30 décembre. Un total de 21 candidats sont en lice pour cette présidentielle à un tour qui vise à élire le successeur de Joseph Kabila, qui ne pouvait se représenter après 2 mandats à la tête du pays. Puis la première ministre britannique Theresa May a déclaré qu'elle se battra de toutes ses forces contre le vote de défiance déclenché par des députés de son parti conservateur. Il faut dire qu'elle s'est mis son parti à dos après avoir décidé de reporter le vote au Parlement britannique sur l'accord de Brexit. Sir Graham Brady a confirmé qu'il a reçu 48 lettres de députés conservateurs et qu'il va donc y avoir un vote de confiance à l'égard de mon leadership sur le Parti conservateur. Je me battrai contre ce vote de toutes mes forces. Des propos qui ne laissent paraître aucun doute sur la ténacité de Theresa May à conserver son titre de première ministre britannique. Elle joue son avenir politique avec un vote de défiance organisé à l'initiative de son parti conservateur, qu'elle s'est mis à dos avec sa décision de reporter le vote au Parlement. Au Parlement britannique sur l'accord de Brexit. Graham Brady, président du comité 1922 et responsable de l'organisation interne des Tories, a annoncé que le seuil des 48 députés conservateurs nécessaires pour déclencher ce vote avait été atteint. Le vote sera organisé à la Chambre des communes ce mercredi. Le dépouillement sera immédiatement fait, puis s'en suivra l'annonce du résultat. Si au moins 159 députés sur 316 conservateurs s'expriment contre la première ministre, celle-ci sera renversée. En attendant les résultats, May doit se rendre ce mercredi après-midi à Dublin pour de nouvelles discussions avec son homologue Leo Varadkar, l'un des principaux intéressés sur la question du backstop, avant de retourner à Bruxelles pour un Conseil européen tourné sur le Brexit jeudi. Rappelons que le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 29 mars 2019. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. À demain.